Une petite crique inondée de soleil sur l'île de Tanegashima, au sud de Kyushu. Bruit des vagues turquoises qui viennent s'écraser mollement sur le sable blanc et quelques cris de mouettes, rendus perplexes par le spectacle inhabituel offert sur la plage. Tous les pêcheurs du petit village de Nishimura se sont réunis, avec femmes, vieillards et enfants, pour observer ce que les vents violents des jours précédents ont ramené près du rivage. Une grande jonque chinoise vient en effet de mouiller l'ancre dans la baie après plusieurs jours d'errance en mer. Les statues de démons peinturlurées en vert, en jaune et en vermillon qui ornent crânement le gaillard d'arrière sont sans doute effrayantes. Pourtant, ce n'est pas cela qui intrigue et inquiète les villageois rassemblés sur la grève, mais bel et bien l'aspect étrange de 3 des passagers. Contrairement à l'équipage chinois, ceux-ci ont des yeux globuleux. Leurs nez sont énormes et disproportionnés. Leur visage hirsute et anormalement poilu. Sans parler de leurs chapeaux bizarres et de leur accoutrement proprement ridicule. Nous sommes le 23 septembre 1543, à l'aube du premier contact historique entre Japonais et Européens. À bord de la jonque, 3 marchands portugais, Francisco Zemoto, Antonio Peixoto et Antonio da Mota, initialement venus en Extrême-Orient pour développer des liens commerciaux avec la Chine. Mais leur morgue typiquement européenne et leur mauvaise conduite les ont rapidement fait exclure de la cour. On les a poliment mais fermement invités à quitter l'Empire du Milieu. Et conduits dans le port de Ningbo, nos 3 commerçants ont sympathisé avec un pirate chinois. Après tout, ils font un peu le même métier, qui les a pris sous son aile et les a embarqués en direction d'Okinawa avec sa cargaison de soie volée. Nos 3 Portugais comprennent que le typhon qu'ils ont essuyé les a déroutés aux confins du monde oriental connu. Sur cette mystérieuse île dont parle Marco Polo dans ses récits de voyage, la fameuse Cipango ou Zipangri, corruption du chinois mandarin Jepenko, le pays du soleil levant. Les négociants ne sont pas rassurés, car ils savent que l'archipel est peuplé par un peuple farouche, que même l'empereur Kubilai Khan n'a pu soumettre au contrôle de la Chine, après 2 tentatives d'invasion ratées en 1274 et 1281. Intéressés aussi, car ils ont entendu parler des fabuleuses richesses de l'île. Marco Polo prétend en effet que les perles y abondent et que les toits des palais seigneuriaux y sont recouverts d'or. Sur la plage, on perçoit de l'agitation. Le maire du village, Nishimura Oribenojo, vient d'arriver et demande à rencontrer le capitaine. Hélas, il ne parle pas le chinois et aucun marin ne comprend le japonais. Heureusement, l'équipage compte un jeune chinois du nom de Gosho qui sait écrire. Le maire, qui a aussi des lettres, parvient à entrer en communication avec lui en traçant sur le sable des kanji, ces caractères chinois introduits au Japon au 5e siècle. Voici leur conversation, telle que la rapporte le bronze Nampo Bushi. « Des hommes sur ce navire ont un aspect extraordinaire. Quel est leur pays ?» demande le maire. « Ce sont des marchands appartenant à la race des barbares du Sud, en japonais Nanbanjin. En général, ils connaissent la justice et les règles de relation entre seigneurs et sujets, mais il y en a parmi eux qui ignorent complètement les lois de l'étiquette. Ainsi, quand ils boivent, ils ne se servent pas de coupe, ils boivent probablement à la bouteille. Ils mangent sans baguette et prennent les aliments avec leurs mains. Ils ne savent que ce qui est à leur goût et ne font que ce qui leur plaît. Ils ne lisent pas les caractères et n'en comprennent pas le sens. Somme toute, ce sont des marchands, ils n'ont rien de suspect. » Rassuré, le maire fait remorquer la jonque jusqu'au chef-lieu voisin, où les 3 Nanbanjin sont cordialement accueillis par Tanegashima Tokitaka, le gouverneur de l'île. Plus que l'apparence des barbares du Sud, c'est surtout un étrange objet en leur possession qui va retenir son attention. Voici la description qu'en fait un autre bronze, présent lors de la rencontre. Il tenait une chose longue de 3 shakous environ, à peu près 1 mètre. Cette chose vide à l'intérieur était lisse à l'extérieur. Elle était lourde. L'intérieur est généralement libre, mais le fond obturé. À l'extrémité, sur le côté, il y a un trou. C'est par là qu'on met le feu. Il n'y a pas de terme de comparaison pour décrire cette chose-là. Voici comment le marchand s'en sert. À l'intérieur, il introduit un produit merveilleux en poudre. Il y ajoute un petit objet blanc, la bourre. Prenant cette chose, l'appuyant contre son corps, fermant un œil, mettant le feu par le trou, il n'est rien qu'il n'atteigne. Quand le coup part, il se produit une lumière comme un éclair et le bruit est comme un coup de tonnerre. Avec cette chose, on peut se venger de ses ennemis, car quiconque est atteint perd l'âme. C'est une chose vraiment utile. Impressionné, Tokitaka achète au Portugais cet objet vraiment utile, qui, vous l'avez compris, n'est autre qu'une arquebuse, et apprend à fabriquer ce produit merveilleux qu'est la poudre. Après le départ des marchands, il ordonne à ses armuriers de copier l'arme à feu, ce que les forgerons de Tanegashima parviendront à faire, après plusieurs tentatives infructueuses, au bout d'1 an. Les arquebuses japonaises, nommées Tanegashima, du nom de l'île où elles sont alors produites en masse, ou Teppo, vont se multiplier d'abord dans le Kyushu, où elles sont vraisemblablement à l'origine des violents conflits civils qui embrasent la région, puis dans tout le Japon. À peine 12 ans plus tard, en 1555,
Les arquebuses jouent déjà un rôle stratégique important dans la bataille de Kawanakajima, dont l'atmosphère sera souvent décrite comme saturée de détonations et noire de poudre. Heureusement, les armes à feu ne sont pas la seule nouveauté introduite au Japon par les Européens, loin s'en faut. En développant leurs relations commerciales avec l'archipel, ils vont initier les Japonais à toutes sortes de choses très utiles comme le tabac par exemple, introduit vers 1570 et fumé à l'aide du kiseru, une pipe longue et fine dont l'usage se démocratise au Japon dès le début du XVIIe siècle. Citons également la cuisine au gras, ou plus exactement la friture en beignet. Les Portugais utilisaient en effet ce mode de cuisson pour préparer poissons et fruits de mer au moment des 4 temps, un jeûne liturgique pendant lequel on était censé manger maigre, c'est-à-dire sans viande. Il avait lieu au début de chaque saison pendant une semaine et se nommait en latin Quatuor Tempora, ce qui aurait donné le mot japonais tempura. Apprécié par le tout premier shogun de la dynastie Tokugawa, le tempura s'est rapidement popularisé au début du XVIIe siècle, jusqu'à faire aujourd'hui partie intégrante de la gastronomie japonaise. En outre, la cuisson à l'huile introduite au XVIe siècle par les Portugais permettra l'élaboration au XIXe siècle de nombreux plats frits de style yoshoku, la cuisine d'influence occidentale redécouverte à l'ère Meiji avec la fin du sakoku. Parmi les plus célèbres, citons le tonkatsu, les karaage ou les kushikatsu. Les armes à feu, le cancer du poumon, les maladies cardiovasculaires, vous devez penser que les nanbanjin ne pouvaient amener pire au Japon. Et pourtant, le 15 août 1549, le premier soldat du Christ débarque à Kagoshima sur l'île de Kyushu. François-Xavier est un proche d'Ignaz de Loyola, avec lequel il a fondé la Compagnie de Jésus, c'est-à-dire l'ordre des Jésuites en 1540. Envoyé en Extrême-Orient en tant que nonce pontifical pour évangéliser les païens, il a passé plusieurs années en Inde portugaise, à Goa, et en Malaisie, à Malacca, où il a rencontré un Japonais nommé Anjiro, qu'il a réussi à convertir. Stimulé par la perspective d'une île encore vierge de toute évangélisation, il a décidé d'y porter la sainte parole du Christ. Au début, François-Xavier est plutôt bien accueilli par les Japonais, qui se sont déjà accommodés sans problème du bouddhisme, du taoïsme et du confucianisme. Mais lorsque le daimyo de Satsuma, qui lui a gentiment offert l'hospitalité, entend le missionnaire lui expliquer que ses nobles ancêtres du clan Shimazu brûlent en enfer faute d'avoir été baptisés, il le prie d'aller prêcher ailleurs et publie un décret interdisant toute conversion sur son domaine sous peine de mort. François-Xavier sait pourtant qu'il doit gagner les puissants à sa cause et se rend à Kyoto en octobre 1550 pour rencontrer l'empereur Go-Nara en personne. Là encore, ses espoirs sont déçus. Commettant la maladresse de se présenter comme un humble missionnaire itinérant, dans une tenue très pauvre, il se fait vigoureusement refouler, sans même parvenir à passer les portes du palais impérial. De toute façon, en cette fin de période Muromachi, l'empereur n'est déjà plus qu'un souverain d'apparat. Ce sont les daimyo qui détiennent le véritable pouvoir politique. Sur le conseil de négociants portugais, qui connaissent mieux les mœurs japonaises, François-Xavier décide enfin de changer de stratégie. Lorsqu'il rencontre le daimyo de Yamaguchi en mars 1551, il se présente à lui en grand costume de légat du pape, avec une tunique noire de camelot, une étole de velours vert et une chasuble de brocart, une étoffe de soie brodée d'or et d'argent. Il arrive également les bras chargés de cadeaux somptueux, une horloge, 2 paires de lunettes, un objet exceptionnel à cette époque au Japon, un mousquet à 3 canons et un tonnelet de vin de Porto. Impressionné par un tel faste, le daimyo Ouchi Yoshitaka donne au missionnaire toute autorisation de prêcher sa doctrine à Yamaguchi et met même à sa disposition pour se loger et recevoir un monastère bouddhiste. En dépit de tous ces efforts, la mission de François-Xavier n'est pas aussi efficace qu'il l'espérait. Lorsqu'il quitte le Japon en septembre 1551, laissant derrière lui 2 pères jésuites, il n'a converti qu'une poignée de Japonais au christianisme, quelques centaines de pauvres villageois et un seul samouraï, Koteda Yasamusa, que le baptême a miraculeusement guéri de la syphilis. François-Xavier ne reviendra jamais dans l'archipel, puisqu'il décède l'année suivante sur l'île de Shangchuan, au large de Canton. Malgré ce premier bilan en demi-teinte, le christianisme va connaître un véritable essor au Japon dans la deuxième moitié du XVIe siècle, favorisé par la misère sociale qui règne alors dans le pays. Après 2 siècles de guerre civile, la population est exsangue et prête plus volontiers l'oreille aux promesses d'une vie meilleure après la mort. La conjoncture politique va aussi favoriser l'implantation du christianisme. Politique extérieure tout d'abord, puisque le Japon vient de rompre ses relations diplomatiques avec la Chine. Désormais, seuls les vaisseaux portugais peuvent servir d'intermédiaires avec l'Empire du Milieu pour le commerce de l'argent japonais, extrait en grande quantité des mines d'Iwami Ginzan. Les navires transportent le métal précieux jusqu'à Macao, où il est vendu avec des marges commerciales plus qu'honorables, puis reviennent à Nagasaki avec une pleine cargaison, non seulement de précieuses soies chinoises, mais aussi de jésuites portugais, italiens ou espagnols, qui entrent parfois clandestinement dans le pays pour l'évangéliser. La politique intérieure joue également en faveur des missionnaires chrétiens, du moins au début.
le puissant Oda Nobunaga est en train d'unifier le Honshu. Très intéressé par la culture européenne, grand amateur d'arquebuse, il a reçu des prêtres jésuites chez lui et les a longuement assaillis de questions sur la cartographie, la balistique et l'architecture navale. Pour contrer les sectes bouddhistes Tendai et Ikko, qui ont combattu son ascension au pouvoir, Nobunaga décide d'encourager le commerce des Portugais en leur attribuant le port de Nagasaki et va même jusqu'à soutenir la construction de la première église chrétienne à Kyoto en 1576. Le christianisme a le vent en poupe, mais cela ne va pas durer. Les jésuites, qui ont obtenu avec une bulle papale l'exclusivité de la mission catholique au Japon entre 1585 et 1593, commencent à prendre un peu trop d'assurance et commettent des erreurs stratégiques. Certains obligent par exemple leurs nouveaux convertis à adopter des noms chrétiens et le mode de vie européen, ce qui fait naître le soupçon qu'ils sont des agents étrangers chargés de pervertir l'ordre social japonais. Plusieurs daimyo sont devenus chrétiens, comme les Otomo, les Harima, les Omura ou les Takayama. Mais certains d'entre eux, un peu trop zélés, contraignent leurs sujets à se convertir au christianisme sous la menace, allant même jusqu'à organiser des battues sur leur fief pour chasser les bouddhistes récalcitrants. Cet enrôlement obligatoire explique en grande partie les progrès rapides de la religion chrétienne dans certaines régions du Japon, où l'on compte environ 200 000 convertis à la fin du XVIe siècle. Mais il permet aussi de comprendre pourquoi l'édifice des missionnaires s'est écroulé si vite, dès que le vent politique a tourné. Les choses se gâtent avec Toyotomi Hideyoshi, le successeur de Nobunaga, qui voit d'un très mauvais œil le Kyushu à deux doigts de devenir un royaume chrétien envahi de jésuites européens. Contrairement à son prédécesseur, Hideyoshi cherche à restaurer l'image shinto d'un Japon, pays des kami et des héros, dans lequel un dieu étranger n'a que faire, a fortiori s'il s'est bêtement fait clouer sur une croix. Premier coup de semonce en 1587. Hideyoshi donne 20 jours aux pères chrétiens pour quitter le pays sous peine de mort et confisque aux Portugais le port de Nagasaki, tout en précisant que leurs navires de commerce sont toujours les bienvenus. L'Église du Japon fait la sourde oreille. 10 ans plus tard, le 5 février 1597, Hideyoshi, furieux de ne pas avoir été pris au sérieux, fait crucifier 26 chrétiens étrangers et japonais à Nagasaki, pour l'exemple. Parmi eux, 3 pères jésuites, 6 pères franciscains et 17 laïcs catholiques, dont 2 enfants âgés de 11 et 13 ans. Pendant 20 ans, les édits de proscription se multiplient, mais l'Église continue à s'accroître, profitant de la crise de succession qui se déclare après la mort de Toyotomi Hideyoshi en 1598. Au début du XVIIe siècle, l'arrivée des Hollandais change la donne et prive les jésuites portugais de leur meilleur atout, l'import-export. En effet, les Komoji, littéralement les poils rouges, offrent enfin au Japon l'avantage du commerce maritime, sans l'inconvénient de la religion. En 1603, Tokugawa Ieyasu devient le premier shogun de la dynastie qui va régenter le Japon pendant toute l'ère Edo. Quoique amateur de tempura, dont il a sans doute déjà oublié l'origine portugaise, Ieyasu décide d'éradiquer le christianisme une bonne fois pour toutes et publie en 1614 un édit de bannissement qui frappe tous les chrétiens, étrangers ou japonais. Certains ont la prudence de fuir à Macao ou à Manille. D'autres prennent le risque de rester. Ceux qui sont capturés et refusent d'abjurer leur foi sont brûlés ou décapités, quel que soit leur sexe ou leur âge. Les massacres de chrétiens se succèdent à Nagasaki, avec l'exécution du jésuite japonais Leonardo Kimura en compagnie de 4 autres prêtres en 1619, ou le grand martyr de 1622 qui fit 118 victimes. En décembre 1637, dans une ultime tentative de rébellion, un groupe de chrétiens de la région de Shimabara s'empare du château de Hara et y soutient un siège de 2 mois. Lorsque le château tombe, tous les insurgés survivants, hommes, femmes, enfants, sont massacrés sans pitié. On dénombrera 40 000 victimes. C'est fini, il n'y a plus de chrétiens au Japon, à part quelques familles villageoises qui continuent à vivre leur foi clandestinement au péril de leur vie, les Kakure Kirishitan. À force de ruse, ces chrétiens cachés réussiront à échapper aux persécutions du shogunat et à préserver les rudiments du culte marial pendant plus de 2 siècles. En honorant par exemple la mère du Christ à travers des statues de Kannon, le bodhisattva féminin de la compassion, dont certaines représentations évoquent effectivement la Vierge à l'enfant. Il n'y a plus d'étrangers non plus, à part quelques Hollandais parqués sur l'îlot de Dejima à Nagasaki, d'où ils se livrent à un commerce extrêmement profitable. En 1641, un édit impérial établit qu'aucun navire japonais, quel qu'il soit, n'est autorisé à quitter le pays et que ceux qui contreviendront à ses ordres mourront. Tous les Japonais qui reviennent de l'étranger seront aussitôt mis à mort. C'est le début du sakoku, la fermeture du pays, qui ne prendra fin qu'en 1853 avec l'arrivée du commodore américain Matthew Perry. Au final, la présence des Nanbanjin dans l'archipel aura duré moins d'1 siècle. Toutefois, cette première rencontre entre Japon et Europe va donner naissance à l'un des courants les plus originaux de l'art décoratif japonais, les Nanban Ryobu ou paravents Nanban, dont vous avez déjà pu apercevoir quelques images dans cette émission et dont nous reparlerons en détail dans la prochaine.
Nous nous séparons pour aujourd'hui avec ce haïku contemporain de Mayuzumi Madoka. 屏風への南蛮船や明けやすき Peint sur le paravent, un bateau portugais. Le jour se lève tôt.